Europe 1 Social Club. Frédéric Tadei. Ce soir, je reçois Claire Castillon pour son recueil de nouvelles sur l'adolescence intitulé « Rebelle un peu ». Laurent de Sutter qui publie L'âge de l'anesthésie, nos affects sont mis sous contrôle, nous dit-il, pour nous empêcher de nous révolter. Et Frédéric Pajac à propos de l'exposition Grand Trouble à la Halle Saint-Pierre à Paris. L'âge de l'anesthésie, c'est un peu la réponse à la question que je pose tous les jours. Qu'est-ce qui est moderne ? Mais on en dira plus long tout à l'heure. Qu'est-ce qui est moderne pour vous ? Qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis le début des années 2000 ? Eh bien, figurez-vous que ce qu'on fait de nouveau depuis le début des années 2000, c'est la vérité. La vérité est de retour. En tout cas, la vérité est de retour dans les domaines de la métaphysique, de la philosophie. C'est redevenu une catégorie, un concept qui n'est pas indigne de formuler. En politique aussi, d'ailleurs. Sauf qu'ils y arrivent un petit peu moins. Ils le formulent. Ils font ce qu'ils peuvent. Claire Castillon, qu'est-ce qui est moderne pour une romancière ? Je ne sais pas si... Oui, c'est nouveau en tout cas. C'est la disparition de la biographie d'écrivain qui a peut-être été remplacée par l'autofiction. Donc l'écrivain écrit sa propre biographie. Et on n'en fera plus. Mais vous croyez qu'il dit tout et que ça remplacera les biographies détaillées ? Oui, c'est bien. C'est qu'il dit ce qu'il veut ou il transforme. Ouais. Vous, on pourrait écrire votre biographie. Vous ne faites pas dans l'autofiction. Voilà. Et pour vous, Frédéric Pajac ? Peut-être ce qui est moderne, c'est le passéisme. C'est-à-dire le retour au terroir, le retour à la tradition, l'obsession même de la tradition. Je pense que c'est quelque chose d'assez nouveau. Europe 1 Social Club, 21h, 22h, Frédéric Tadei. Claire Castillon, dans votre dernier livre, Les Messieurs, vous parliez des jeunes femmes qui aiment les vieux. Ce sont elles qui les appelaient comme ça dans le livre. Aujourd'hui, vous publiez Rebelles un peu aux éditions de l'Olivier, 29 nouvelles sur l'adolescence, racontées par des adolescents. C'est vous, évidemment, qui racontez, mais vous vous mettez à la place des adolescents. Vous avez eu du mal ? Pas du tout. Vraiment pas. Je pense que... Déjà, j'ai pas choisi au départ. Je me suis pas dit que j'allais écrire sur des adolescents, mais j'ai vu que la première nouvelle que j'écrivais parlait de ça. Et ensuite, qu'il y avait plein d'adolescents qui venaient. Donc je me suis dit, en ce moment, voilà, je traverse cet âge-là. Faut les accueillir. Voilà. C'est quoi l'adolescence d'ailleurs ? Qu'est-ce qui la caractérise ? Si vraiment il faut donner un mot, c'est compliqué, mais je pense que c'est le conformisme et en même temps l'aspiration à la liberté. C'est ça qui m'amuse dans... D'où le titre, Rebelles un peu. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a très très envie d'être absolument libre et en même temps il faut vraiment ressembler à tout le monde. Voilà, peut-être que c'est le Et c'est pareil chez les garçons et les filles ? Non. C'est pareil chez les héros et les héroïnes, mais je sais pas si c'est pareil chez les garçons et les filles. J'imagine que oui, en tout cas, voilà, c'est pas une étude scrupuleuse, mais je pense que ça raconte des choses vraies. Après, ça dépend des têtes, j'imagine, enfin de ce qu'il y a dedans. La plupart de vos héros et héroïnes ont environ 14 ans, hein. Ce serait là où, pour vous, là on est vraiment dans l'adolescence. Hein. Ouais. L'objet désiré, c'est l'iPhone. C'est l'objet désiré par excellence. Et en revanche, les vôtres n'ont pas constamment le regard posé sur leurs écrans. Ah non, mais parce que je pense que quand même j'ai des souvenirs et que à mon époque il n'y avait pas d'écran, donc voilà. Donc je me suis un peu en effet forcée. Vous êtes privé d'écran. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas tellement en fait. Et la quête ultime, le Graal de vos adolescents, c'est en effet l'intégration, être intégré au groupe, hein, surtout ne pas être original. Et surtout ne pas être seul, du coup, donc il y a quand même l'angoisse de ça, d'être rejeté, d'être regardé, d'être moqué, d'être... Et dès qu'on se démarque, on risque d'être rejeté.
Ah oui, je pense. Et puis c'est bon, à la fois c'est drôle parce que ça génère des discussions entre enfants et parents qui sont un peu grotesques, mais en même temps c'est douloureux. C'est pour ça qu'ils veulent constamment se faire percer le nez ou les oreilles et qu'ils portent tous des baskets. Je sais pas si c'est pour ça. Je pense que c'est parce que profondément c'est dicté. Vraiment, c'est comme si une voix leur disait en permanence si tu fais pas ça, tu vas mourir. Hein. Ils sont beaucoup plus angoissés que ça. Moi, je suis sûre, c'est énorme. Il y a une nouvelle qui raconte l'histoire d'un garçon justement qui se fiche absolument de la mode et de son look et qui aime lire dans la cour tout seul. Mais comme tout le monde se moque de lui, il se dit il faut absolument que j'organise ma métamorphose, mais pas trop vite, sinon on va se foutre de moi parce que en une semaine c'est ridicule, donc je vais mettre 1 an à arriver avec les objets à la mode, etc. Et chez lui, il y a à la fois un vrai regard extérieur, c'est-à-dire il sait que c'est absurde, mais il faut le faire pour la survie. Vous êtes inspiré d'adolescents que vous connaissez ou vous Oui. les avez créés de toutes pièces J'en ai créé, je me suis inspirée et puis j'en ai écouté en passant, hein, mais ou dans les jardins ou dans la rue pour voir de quoi ça parlait, comment ça parlait, et puis comment il y avait quelque chose, enfin il y a un truc assez rapide, c'est marrant parce qu'ils sont mous, mais en même temps c'est très rapide dans leur discours, même dans leur baiser, voilà, quand ils s'embrassent sur les bancs, ils parlent d'autres choses en même temps, et ça ça me C'est le passionne. portable qui leur a appris à faire plein de choses en même temps. Hein. Ouais, voilà. La référence aux parents est omniprésente, comme si vos adolescents n'existaient pas encore, n'existaient encore que par eux. Oui, je pense que les mères, de toute façon, elles sont toujours omniprésentes. En tout cas, dans mes livres, j'arrive pas à faire autrement. Et du coup, les parents, j'avais envie, il y a quelque chose d'un peu qui me tenait à cœur, c'était le thème des parents amoureux. Parce que je me disais, bon, il y a les parents qui se disputent, etc. Mais ça, c'est pas l'affaire des adolescents. Mais je me disais comment l'adolescent fait pour grandir dans un lieu où les parents s'aiment et où, en fait, il sent sa présence absolument pas désirée. Donc, C'est peut-être parce qu'ils s'aiment qu'ils l'ont fait. peut-être, mais peut-être qu'il ressent que finalement sa présence casse la bulle et que quand il y a plus de bulle, il y a plus d'amour. Enfin, l'enfant qui se sent en trop. Voilà, surtout à cet âge-là où on a peut-être besoin d'être pas entouré, mais d'être entouré au moment où on veut bien être entouré, c'est-à-dire qu'il faut une écoute, j'imagine, 24 heures sur 24. Vos adolescents sont plus nombreux à aller chez le psy qu'autrefois. Ce sont leurs parents qui ont des problèmes ou ce sont eux ? Mais il y a quand même souvent la petite réaction. En effet, la réaction rapide à un trouble quel qu'il soit, même un chagrin assez banal et rapide, c'est quand même le rendez-vous chez le psychiatre. Mais c'est les parents qui prennent le rendez-vous, c'est jamais l'ado. C'est toujours les parents, bien sûr. Donc c'est les parents qui ont un problème, c'est pas forcément l'ado. Bah, c'est les parents qui ont peur, peut-être. Ou qui savent qu'ils vont pas, qui se disent à l'avance qu'ils ne seront pas écoutés. Donc voilà, il faut une oreille ailleurs. Dans ces 29 nouvelles, Claire Castillon, vos adolescents ne parlent pratiquement jamais d'argent. Alors que d'habitude, on dit que c'est une de leurs angoisses principales. Là aussi, ils seraient différents, plus angoissés par l'argent que ne l'étaient les adolescents des générations précédentes. Aïe. Mais ils parlent quand même beaucoup de vêtements, de ce dont ils ont besoin. Mais pas d'argent, de combien ils gagneront plus tard, avec combien... Il y a celui qui veut dealer. Oui, il y en a, il n'y a que lui. Celui qui oui. habite Versailles et qui rêve d'être un type de trappe. Oui. Et celui-là, non, c'est vrai, il ne parle pas de... Et il ne regarde pas de porno. Ah ben non, j'avais pas la télé. Voilà, mais il paraît, je sais pas, généralement les parents sont paniqués à l'idée que les ados regardent tous du porno. Mais j'y ai pas pensé. Vous n'y avez pas pensé ? Non. Zut. Laurent de Sutter, vous avez des ados autour de vous ? Non, j'en ai strictement aucun. Je m'efforce de ne pas me reproduire. Et vous les trouvez comment, les ados ? Objectivement, j'en sais strictement rien. Je crois que c'est une zone de... Je salue Claire Castillon de s'être embarqué dans cette traversée, parce que pour moi, c'est un mur d'opacité absolument total. Et pour vous aussi, Frédéric Pajak ? Ma fille a été ado. Je connais ça. Et elle s'en est sortie. Oui. C'était très difficile. Sans trop de C'est dommages. très difficile. À votre avis, est-ce que les ados vont lire ce livre, Claire Castillon ? Ah oui, je pense, s'ils ont le droit. C'est écrit normalement comme ils parlent. Oui. Ils peuvent comprendre. Ils peuvent comprendre. Mais je sais pas pour qui je l'ai écrit, mais j'imagine que des parents
des parents vont reconnaître et des ados vont reconnaître. Peut-être qu'ils aimeront pas forcément les mêmes textes, mais... Laquelle est votre préférée, vous ? Préférée ? J'aime bien bon, parce qu'elle me fait rire, mais la drama queen, qui est cette fille qui devient amoureuse du jour au lendemain du garçon qui meurt dans la classe, en fait. Et à partir du moment où il est mort, elle dit mais on s'aimait depuis la maternelle, et elle fait sa Phèdre, et j'aime bien les jeunes filles qui font Phèdre. Rebelle un peu, c'est signé Claire Castillon. 29 nouvelles qui viennent de paraître aux éditions de l'Olivier. Europe 1 Social Club. 21h, 22h. Frédéric Tadei. Laurent de Sutter, dans L'âge de l'anesthésie, qui vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent, vous nous expliquez que le capitalisme, au fond, est une sorte de narco-capitalisme qui entend contrôler les foules. Oui. Et ça se traduit par les antidépresseurs, les somnifères, la cocaïne et même la pilule contraceptive. Autant de moyens d'opposer au réel un sentiment de détachement, un moyen de lutter contre l'excitation. Oui, c'est un truc qui m'a fasciné. Je suis tombé un petit peu là-dessus par hasard lorsque je faisais des recherches sur l'histoire de la lutte contre cette figure qui apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle, la figure de la foule. Cette foule qui est présentée immédiatement par tous les théoriciens de l'époque, par Gabriel Tarde, puis beaucoup plus tard par Freud, etc., comme quelque chose de profondément fou, irrationnel dangereux parce que précisément excité. Et cette idée clé, comme ça, de l'excitation comme quelque chose de problématique qui apparaît dans la seconde moitié du 19e siècle, ça m'a intéressé. Et j'ai commencé à regarder un petit peu autour de ça, d'où ça venait, avec quoi ça résonnait. Et j'ai découvert, en fait, toute une espèce de réseau de signification qui passait de la théorie des foules à, de fait, l'invention des premières catégories, des premiers antidépresseurs, à l'invention de l'anesthésie, à l'invention effectivement des drogues, la plupart des drogues qu'on utilise aujourd'hui ayant été inventées également dans la même période, etc., etc., etc. Comme si une espèce de faisceau, comme ça, d'instruments et de concepts qui tous tournent autour de la lutte contre l'excitation. Quelle excitation ? Pas l'excitation sexuelle. Ah non, pas l'excitation sexuelle, quoique l'excitation sexuelle fasse partie de l'excitation en général, mais l'excitation en tant que cette chose, ce procédé, cette manière que nous avons d'être transis par quelque chose qui nous fait sortir de nous-mêmes. L'excitation politique. L'excitation politique au premier chef, évidemment. L'excitation religieuse. Toutes les formes d'excitation à partir du moment où elles vous font dérailler. En fait, l'idée d'excitation, l'excitare, vous savez, en latin, si on fait un petit peu d'étymologie, c'est vraiment ça, c'est ce processus qui vous sort des limites de l'être. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est de voir en effet que, notamment dans l'invention de la catégorie psychiatrique de psychose maniaco-dépressive, quelque chose qui est découvert, inventé, fabriqué dans les années 1890 par un psychiatre allemand qui s'appelle Émile Kraepelin. Et bien dans cette catégorie-là, ce qui est immédiatement mis en avant, c'est le fait que on ne peut pas guérir un maniaco-dépressif, dit Kraepelin. La seule chose qu'on peut faire, c'est lui enlever ce qui cause son excitation, c'est-à-dire au fond le débarrasser de sa manie. Autrement dit, un bon maniaco-dépressif, c'est un dépressif. Et ce procédé qui se répète dans toute une série d'endroits, c'est-à-dire votre problème, c'est tous ces aspects maniaques, toutes ces excitations qui vous sortent de vous-même, et puis on va essayer de les supprimer pour que vous soyez vous-même. Ce être vous-même qui devient à la fois une ontologie, une politique, si vous voulez, une manière de vous assigner à une place, et ensuite de construire un appareil théorique pour vous dire que cette place est bonne. Ce serait aussi un moyen de lutter contre nos peurs, parce que dites-vous, nos peurs font peur. Elles nous font peur à nous-mêmes, et puis elles font peur à ceux qui craignent qu'elles nous mettent en mouvement, qu'elles nous poussent à nous rassembler. Ouais. Ce qui caractérise l'excitation et qu'ont très bien vu tous ces théoriciens un peu curieux, rien que leur vie est déjà amusante. Vous vous racontez la vie d'un certain nombre d'entre eux. Ouais, j'essaie de raconter un maximum. Je crois de plus en plus, plus le temps passe, plus je crois en une théorie qui dissimule d'une certaine manière sa théorie sous les histoires. Donc je crois beaucoup aux histoires, au court-circuit entre histoires et à la manière dont les choses se constituent comme ça. Mais pour revenir à cette question de l'excitation et de la manière dont ces théoriciens sont fascinés par elle, eh bien le problème que l'excitation leur pose, c'est précisément celui que vous avez pointé, à savoir son caractère contagieux. L'excitation n'est jamais quelque chose que vous gardez pour vous. L'excitation est quelque chose qui vous fait rentrer en résonance avec autrui, qui suscite l'excitation chez autrui, de telle sorte qu'au fond, l'excitation peut devenir virale et que le caractère incontrôlable des foules en tant qu'excité, précisément cette contamination ayant atteint un point critique. L'âge de l'anesthésie commence pour vous, Laurent de Sutter, en 1846, avec l'invention d'un système d'anesthésie par inhalation d'éther sulfurique.
Ouais, c'est le premier dispositif d'anesthésie générale. Breveté donc par deux misescrocs comme ça, mais qui on est d'accord que les demi-escrocs, ils veulent juste anesthésier les gens qui vont se faire opérer. Ils veulent absolument anesthésier les gens. Ils veulent pas anesthésier les foules. Certainement pas. Mais comme toujours, les intentions sont les meilleures du monde. Et c'est la même chose pour Émile Créplin, c'est la même chose au fond pour les découvreurs de la cocaïne, dont Freud va se faire ensuite l'un des plus grands avocats, en considérant que la cocaïne est véritablement quelque chose d'absolument merveilleux, qui permet de travailler remarquablement, sans aucun effet secondaire, dit-il dans ses écrits sur la cocaïne, dans ses lettres à sa femme. Mais les meilleures intentions n'empêchent pas qu'elles disent quelque chose d'une époque. Vous aimez la modernité, bien d'une certaine manière, la modernité de cette époque-là, c'est celle de une forme de concentration, une forme de réflexion très concentrée sur ce qu'est une vie valant la peine d'être vécue et sur ce qu'est une vie dont on ne veut pas, c'est-à-dire une vie en dehors des clous. Une vie effectivement excitée. L'éther sulfurique, ça plonge dans l'inconscience totale, c'est d'où son côté anesthésique. En 1860, il y a la cocaïne qui, elle, produit localement une insensibilité parfaite. Elle anesthésie une partie du corps et en même temps, elle peut aussi anesthésier, enfin insensibiliser, anesthésier le système nerveux. Oui, c'est assez. Ça fait partie, si vous voulez, de l'ensemble de ces découvertes qui tournent toutes autour de cette même logique. Ce qui est fascinant avec les premiers usages, notamment en ophtalmologie et puis en dentisterie de la cocaïne, c'est que c'est un anesthésique local, le plus puissant et le premier véritable anesthésique local que l'on a à disposition. Mais en même temps, on se rend compte que cet anesthésique, par le fait même de l'anesthésie, provoque des effets secondaires tout à fait étonnants. Et effets secondaires qui vont être exploités commercialement très très vite, notamment dans toute une vogue prodigieuse à la fin du 19e siècle des vins toniques, qui sont des vins aromatisés à la feuille de coca et qui donc libèrent les alcaloïdes, donc la cocaïne qui est contenue dans les feuilles de coca. On avait reçu dans cette émission Aymon de Lestrange qui a écrit un livre passionnant sur Mariani. Sur le vin Mariani, qui était le grand succès commercial de cette époque. Avant le Coca-Cola, et dont tout le monde vantait les mérites extraordinaires qu'on sentait jeune et en pleine forme. Et frais, et à nouveau, sans aucun effet secondaire, etc. Cette logique de l'effet secondaire, du reste, qui va se poursuivre à travers les âges, puisque l'invention de l'héroïne, un petit peu plus tard, quand elle aura fait la fortune des grands groupes pharmaceutiques allemands comme Merck et d'autres, l'invention de l'héroïne sera précisément basée sur cette idée que, ah oui, on découvre quand même, il y a des effets secondaires à la cocaïne, pas de problème. Pour combattre les effets secondaires de la cocaïne, prenez de l'héroïne. Mais la cocaïne, c'est plutôt un stimulant, ça donne de l'énergie. Vous dites d'ailleurs que c'est l'énergie du capitalisme, mais ça, on en parlera plus tard. C'est pas du tout quelque chose qui vous endort, c'est quelque chose qui vous excite. C'est mentalement, pas quelque chose qui vous excite, c'est quelque chose qui vous concentre. Et c'est quelque chose qui vous concentre sur vous-même, qui vous concentre sur votre narcissisme, qui vous concentre sur votre cerveau. Et Freud en parle très très bien là aussi dans ses lettres, en ayant cette impression, presque cette surimpression de voir son cerveau travailler au moment même où il parle, cette espèce de surconcentration sur soi, sur ce que l'on est. Et toute personne qui a un peu fréquenté des cocaïnomanes ou qui a un peu consommé de cocaïne sait très très bien à quel point le narcissisme est quelque chose qui accompagne la prise de cocaïne. Donc elle est là aussi de l'ordre d'une espèce de surconcentration qui ensuite permet d'être efficace ailleurs, permet d'être efficace par exemple, comme Freud le disait dans son travail, peut être efficace à l'intérieur d'un mode de fonctionnement industriel qui est celui dont je le disais tout à l'heure du développement de l'industrie pharmaceutique allemande, ou alors plus généralement de fait dans le fonctionnement du capitalisme, avec cette scène extraordinaire dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese, quand Matthew McConaughey explique à Leonardo DiCaprio que qu'est-ce qui fait tourner d'une certaine manière la bourse, et dit ce qui fait tourner la bourse, c'est les putes et la coke. Et vous-même, vous dites que la cocaïne constitue l'énergie, la substance du capitalisme. Pourquoi la cocaïne ? Parce que c'est elle qui accompagne son développement. C'est pas une thèse qui serait une thèse parce que je détesterais la cocaïne. J'en ai rien à fiche pour être honnête. Mais c'est effectivement depuis le moment de sa découverte, le développement du capitalisme industriel en Allemagne, qui a permis à l'Allemagne véritablement, c'est l'industrie de la cocaïne. Je veux dire, l'Allemagne à la fin du 19e siècle et jusque dans l'entre-deux-guerres consomme elle toute seule 90% des feuilles de coca venues du Pérou, qu'elle transforme en toute une série de produits qui vont permettre, par ruissellement, à l'Allemagne de rattraper d'une certaine manière son retard et de devenir la puissance que l'on sait avec les conséquences que l'on sait.
Mais jusque... C'est-à-dire que sans la cocaïne, l'Allemagne n'aurait jamais fait la Première Guerre mondiale, ni la Deuxième. Il y a de fortes chances. Et là, à nouveau, c'est pas moi qui le sort de mon chapeau, c'est des historiens bien plus sérieux que moi, puisque je ne suis pas historien, qui l'ont avancé et de manière, je trouve, assez convaincante. Certains ont dit, vous rapportez leurs propos, bien qu'ils n'aient jamais donné de preuves d'ailleurs, qu'après la crise des subprimes, ce sont les trafiquants de cocaïne qui, eux, avaient des liquidités énormes, qui ont réinjecté de l'argent dans le système et qui lui ont permis de redémarrer. Oui, pendant ces quelques semaines où les banques se sont retrouvées dans une situation très très délicate et le moment où les États ont réagi, ont dit bon, on peut pas laisser faire et il faut racheter, il faut renflouer le bazar dans la plus grosse opération d'une certaine manière de cash out de l'histoire des États modernes. Pendant ces quelques semaines, semble-t-il, en tout cas c'est ce qu'effectivement un analyste des Nations Unies a prétendu, les seuls évidemment avoir continué à investir là où tous les autres ont arrêté parce qu'évidemment ils risquaient de tout perdre, tout simplement parce qu'ils avaient besoin du coup de continuer à blanchir. Effectivement, c'était les narcotrafiquants. Il semblerait, l'information était, comment dirais-je, cette donnée a été reprise par Roberto Saviano dans son très beau livre sur la cocaïne extra pure. Et puis je suis allé vérifier quand même pour savoir d'où il tenait cette histoire. Donc j'ai retrouvé effectivement les textes. Mais voilà, il semblerait qu'effectivement ce geste-là, ce geste de renflouement, est ce qui a pendant cette brève période permis d'une certaine manière au capitalisme bancaire de survivre. Europe 1 Social Club, 21h, 22h. Frédéric Tadei. Toujours avec Laurent de Sutter, qui, je le rappelle, dans l'âge de l'anesthésie, nous explique que le capitalisme est un narco-capitalisme et que grâce aux antidépresseurs, aux somnifères, à la cocaïne, à la pilule contraceptive, il lutte contre notre excitation. En 1886, vous racontez qu'ouvre à New York le Webster Hall, la première boîte de nuit de l'époque moderne. Pourquoi consacrer un si long chapitre aux boîtes de nuit et à la nuit en général ? Tout simplement parce qu'au départ, je voulais consacrer un chapitre aux somnifères. Ben oui, je m'attendais à ce que les somnifères arrivent et en fait non. Et en fait, pas dans les boîtes de nuit. Non, ils n'arrivent pas parce que je suis tombé sur d'autres trucs qui m'ont beaucoup amusé pendant que je faisais cette histoire et notamment m'ont permis de comprendre quelque chose qui m'ennuyait depuis très très longtemps, c'est-à-dire pourquoi je n'aime pas les lumières. Et donc lumières, vous voulez dire les lumières, l'Aufklärung, l'Enlightenment, les lumières, vous savez cette espèce de cet ensemble d'idéaux de tolérance religieuse, la philosophie des lumières. La philosophie des lumières. Et c'est vrai que du coup, en examinant la manière dont la nuit avait été découverte au fond au XVIIIe siècle, découverte comme un espace dans lequel on pouvait, voilà, un espace qui était habitable là où auparavant il ne l'était pas, et la manière dont il suffit d'allumer des lanternes en fait. Il a fallu allumer des lanternes évidemment, et c'est la première mesure qu'avait pris Gabriel Larénie, le premier préfet de police de Paris nommé par Colbert en 1776, quand il décide de mettre au bout de chaque rue de Paris des lampadaires, inaugurant l'éclairage public et inaugurant une progressive conquête de la nuit, de sorte que ça m'a permis de tomber sur cette formule des lumières qui du coup me satisfait beaucoup. Au fond, les lumières c'est 1776, les lumières c'est, comme on dit, vous savez, le communisme c'est le soviet plus l'électricité, les lumières au fond c'est l'éclairage public plus la police, quoi. Voilà, donc c'était un petit plaisir que je me suis octroyé, mais plus sérieusement, il y a là derrière effectivement tout un mouvement d'investissement par la souveraineté d'un espace qui était soustrait et qui n'a pas pu s'empêcher, bien évidemment, à partir du moment où cet espace était disons, exploré, que cette exploration crée des explorations dissidentes, d'autres formes, des vacuoles. Et c'est vrai que les premières boîtes de nuit comme Webster Hall étaient des lieux de rassemblement des gens qui n'avaient pas les moyens de se rassembler entre eux, c'est-à-dire qui n'avaient pas les moyens, d'une certaine manière, de faire des balles chez eux, d'inviter leurs amis, etc. Et en gros, c'était, voilà... Les boîtes de nuit étaient aussi les lieux où les premiers syndicats ou proto-syndicats, les premières associations ouvrières, etc. se sont rassemblés. Donc c'était des endroits où on s'amusait et des endroits où on faisait en même temps de la politique. Alors la pilule contraceptive, en quoi la pilule contraceptive peut-elle être raccrochée aux antidépresseurs, aux somnifères ou à la cocaïne ? D'abord à cause pour des raisons chimiques, si vous voulez. C'est-à-dire quand on revient à la source des découvertes qui ont été faites dans les années 1860, ce sont d'une certaine manière les mêmes substances qui jouent, le même type de fonctionnement du cerveau qui joue. Mais si on l'examine du point de vue qui est celui du livre que j'ai écrit, donc du point de vue de cette espèce d'usage étrange que fait le capitalisme au XXe siècle d'un ensemble de substances, mais c'est un peu la même chose qui se passe. Et beaucoup de féministes aujourd'hui critiquent la pilule contraceptive, la critiquent pour son histoire qui est un peu douteuse, l'histoire de la manière dont elle a été mise en avant.
voulu par des personnalités comme Margaret Sanger, qui était une grande eugéniste, la manière dont Gregory Pincus, le médecin qui est à la source de sa découverte, enfin plus ou moins, disons, la source de sa découverte, la manière dont les tests ont été réalisés, etc., etc. Mais aussi plus largement, la façon dont la pilule était promue comme moyen de contraceptif pratiquement exclusif, sans tenir compte des effets extrêmement importants, extrêmement puissants qu'elle induit, effets qu'on peut rassembler, résumer, si vous voulez, sous l'expression de reprogrammation hormonale, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Il s'agit de rendre d'une certaine manière quelqu'un qui est en parfaite santé, de rendre cette femme entre guillemets malade. Ça désactive, comme vous dites, le système reproducteur féminin. En désactivant un système qui ensuite, cette désactivation, toute chose, à partir du moment où vous touchez aux hormones, toute chose en entraîne une autre, a un effet distant, mais a des effets très très forts en termes d'excitation au sens large, en termes de libido, en termes de dépression, etc., qui sont des choses qui semblent là aussi très documentées, même si bien évidemment controversées. Claire Castillon, c'est comme ça que vous voyez la pilule, vous, aujourd'hui, en 2017 ? Je la voyais comme un truc plein d'hormones et très mauvais pour la santé, mais ça s'arrêtait là, en fait. Mais ce serait donc ça augmente le risque de dépression, dites-vous dans le livre La pilule. C'est une enquête qui a été réalisée sur 1 million de femmes de 24 à 64 ans par des médecins danois qui nous dit que à partir du moment où on prend la pilule contraceptive, les risques de dépression augmentent. Ce serait donc le contraire des antidépresseurs. Eh bien, non, parce que comment fonctionne un antidépresseur ? Il fonctionne précisément par dépression du système nerveux central. Alors, tout ça devient effectivement très compliqué, mais la nature, le mode de fonctionnement du certaine manière est un mode de fonctionnement identique, et en tout cas du point de vue des effets, les effets sont des effets là aussi identiques, c'est-à-dire des effets d'ablation d'une partie de son soi, une partie des choses qui font qu'une vie vaut ou ne vaut pas. D'ailleurs, ça c'est chacun son problème, mais la peine d'être vécue. C'est-à-dire il y a toute une série de choses qu'on ne veut pas voir arriver. Et une substance particulière permet d'évacuer, permet de se débarrasser. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, la pilule fonctionne effectivement de la même manière que les antidépresseurs. Du reste, là aussi, ils fonctionnent sur la même chimie des amines, la même chimie des hormones messagères du cerveau, ou que la cocaïne, ou même, d'une certaine manière, de la gestion de la nuit. C'est à chaque fois, si vous voulez, un certain type d'usage de toutes ces substances qui nous ramènent à chaque fois à cette question très bizarre qui est promue par tous les manuels de self-help pourtant, qui est celle de être soi-même, qu'est-ce que ça veut dire ? Et moi, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'être soi-même, d'une certaine manière, c'est une catastrophe, parce qu'être soi-même, c'est se débarrasser de tout ce qui fait qu'on est toujours plus que soi-même. Mais on en est où aujourd'hui ? Tout cela a-t-il marché ? S'il y a eu effectivement volonté de maîtriser les foules, de contrôler leurs affects, est-ce que ça a marché ? Moi, j'ai l'impression, alors on peut en débattre, mais moi j'ai l'impression que ça marchait remarquablement. Ça marchait remarquablement dans la mesure où ça a pathologisé, si vous voulez, toute une série de problèmes qui étaient des problèmes collectifs et pathologisés au niveau de l'individu. Oui, on envoie les adolescents chez les psys maintenant. Voilà, où on donne de la Ritaline aux enfants, qui est un concentré extrêmement purifié de cocaïne. Voilà, pour les concentrer précisément. La concentration, c'est une espèce de focus, si vous voulez, sur vous-même et votre tâche, vous-même en tant qu'individu isolé, et votre tâche en tant que quelque chose que vous avez à faire, mais dont vous ne savez même plus si vous le désirez ou pas, puisque vous ne posez même plus la question, vous n'avez même plus envie de vous poser la question d'une certaine manière. Vous êtes d'accord avec Laurent de Sutter, Frédéric Pajac ? Oui, ça me rappelle un livre dont je me souviens plus le contenu exactement, mais je me souviens bien le titre qui a dû paraître dans les années 70, qui s'appelle « Les hommes se droguent, l'État se renforce ». J'ai trouvé ce titre absolument excellent et tout à fait contemporain. Très moderne. Oui. Ce qu'il y a aussi, c'est que je trouve que beaucoup de médicaments qu'on utilise, notamment des tranquillisants, les somnifères, etc., ont été expérimentés, en tout cas par les Américains, pendant la guerre du Golfe. Et c'est souvent des médicaments. Par exemple, il y a des médicaments qui servaient sur des adolescents pour des problèmes nerveux, etc., et qui ont été utilisés comme des tranquillisants et finalement comme des somnifères. Donc, il y a une sorte de logique militaire presque. Et souvent, ces soldats ont essayé ça, évidemment, à leur insu, quoi. Oui, il y a un livre extraordinaire d'un écrivain allemand qui s'appelle Norman Euler,
sur les liens entre drogue et Troisième Reich, qui a été traduit à la découverte il y a une dizaine de mois, qui revient là-dessus. Et il y a beaucoup de recherches qui ont été livrées sur les liens entre drogue et guerre. Et de plus en plus d'historiens le disent très très clairement, les drogues, quelles qu'elles soient excitantes ou au contraire calmantes, etc., sont peut-être le premier moyen qui a été utilisé pour faire la guerre au XXe siècle, ce sans quoi la guerre aurait été impossible. On ne fait pas la blitzkrieg si on n'est pas sous, en gros, méthamphétamine. Vous parlez des aviateurs allemands qui bombardaient Londres. Des aviateurs allemands, mais aussi les troupes terrestres. Enfin, s'il faut en croire l'heure, mais là aussi, ces travaux sont très étayés. Mais pas rien que les Allemands. Du reste, les Anglais aussi. On sait très bien que juste pendant la guerre de l'Afghanistan, en Afghanistan, il y a une dizaine d'années, on sait très bien que les soldats sur le terrain utilisaient toute une série de substances avec l'aval, et même plus que l'aval de leur état-major. Claire Castillon, vous avez un avis sur cette question ? Pas du tout. Là, vous êtes vache parce que vraiment, j'étais dans l'avion. L'âge de l'anesthésie, la mise sous contrôle des affects, c'est signé Laurent de Sutter et ça vient de paraître aux éditions Les Liens qui libèrent. Europe 1 Social Club. 21h, 22h. Frédéric Tadei. Nous sommes ce soir avec Laurent de Sutter, avec Claire Castillon et Frédéric Pajac, dessinateur, éditeur. L'exposition Grand Trouble, vous en êtes l'un des instigateurs, se tient à la Halle Saint-Pierre à Paris jusqu'au 30 juillet. Elle s'accompagne d'un ouvrage du même nom, Grand Trouble, que vous éditez au Cahier Dessiné. C'est quoi Grand Trouble ? C'est un titre qu'on a cherché longtemps et désespérément parce que aujourd'hui, trouver un titre, c'est très difficile parce que d'une part la publicité, les produits, je sais pas, la cosmétique, les parfums, tout le monde trouve des titres. Tout est déposé. Voilà, tout est déposé. Et puis souvent ce sont des titres qui sont très beaux d'ailleurs, mais qui sont inutilisables. Poison, par exemple, vous ne pouviez pas le prendre, donc vous avez pris Grand Trouble. Au départ, on a pris Trouble, et Trouble existe, donc on a dû prendre Grand Trouble. Oui, ils ont tout piqué, hein. C'est embêtant. Mais vous voulez quoi avec Grand Trouble ? Vous voulez lancer un mouvement ? Ça m'amuserait, parce que depuis le temps qu'il n'y a plus de mouvement... Bon, c'est toujours un peu prétentieux d'essayer de lancer un mouvement, mais déjà de faire une expérience, quand même, c'est déjà assez intéressant de faire une expérience... dans un lieu comme la Halle Saint-Pierre, qui est un lieu important, qui est pas tout à fait un lieu institutionnel, et faire une expérience dans le sens où on fait une exposition avec des artistes, on est donc 47, qui sont très différents, de générations différentes, souvent de pays différents aussi, et tout ça n'est pas conduit par un commissaire d'exposition, un curateur, donc... nous sommes au départ une douzaine, avoir chacun invité un certain nombre de nos amis ou Donc c'est de l'ordre de la manifestation collective au fond. Voilà. Et puis en même temps, c'était aussi l'idée de faire pas seulement une exposition, mais de faire un livre ou une revue ou un catalogue, je ne sais pas comment ça s'appelle, et de réunir dans cette publication quelques écrivains. Voilà, comme Patrick Declercq, par exemple, Frédéric Schifter. C'est l'ouvrage auquel je faisais allusion, Grand Trouble, le volume 1 est sorti chez les Cahiers Dessinés. Voilà. Vous êtes l'éditeur. Un mouvement, ça se lance toujours contre quelque chose. Alors, ce serait quoi l'ennemi aujourd'hui ? Bon, moi j'utilise ce mot qui est atroce, qui est le décloisonnement. Mais c'est vrai qu'on cherche à décloisonner, donc... on est contre le cloisonnement, évidemment. C'est-à-dire, c'est vrai que dans l'art, appelons ça l'art, mais on est vraiment dans des dogmes, dans des obligations, dans des modes, dans des principes marchands. Nous, on a essayé d'échapper à tout ça. Et c'est très difficile de mettre, par exemple, une peinture de Gilles Ayot à côté d'un dessin de Mix et Remix, ou de mettre une peinture de Jean Scherer, une peinture géométrique, ou de Aude Bertrand, qui sont vraiment des peintres géométriques, avec des peintres
gestuelle, avec des dessinateurs, avec des photographes, avec des gens qui font des installations, etc. De mélanger. Et c'est pas mélanger, c'est vraiment confronter. Au fond, ça fonctionne bien parce que je pense que quand on visite cette exposition, on n'est pas si perdu que ça. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'est pas perdu. Les gens, en tout cas les premières réactions, les gens ne sont pas perdus et on peut apprécier autant un dessin d'humour qu'une peinture abstraite. Où on en est aujourd'hui dans l'histoire de l'art, d'après vous, Frédéric Pajac? Le public, dites-vous dans le livre, dans Grand Trouble, le public manipulé par la caste culturelle au pouvoir n'en ressent pas moins un profond malaise. Ouais, bon, je parle surtout de Paris puisque je vis à Paris et Paris pour moi est une ville presque morte. Artistiquement. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes expositions, au fond les expositions sont maintenant, elles sont plus créées comme par exemple au début de Beaubourg avec ces merveilleuses expositions Paris-Berlin, Paris-Moscou qui étaient justement une manière de décloisonner, de mélanger, de reconsidérer les choses autrement. Aujourd'hui, au fond, je crois que la ville n'a pas d'argent, donc finalement ce sont des mécènes et puis des collectionneurs qui font les manifestations. Et puis moi personnellement, je supporte plus de voir la Xème exposition sur Picasso. Je crois que on a déjà amusé Picasso, on a après la Picasso mania, après ça devient il y a autre chose que Picasso, quoi. Et je pense qu'il y a une autre histoire de l'art que cette histoire qu'on voit d'ailleurs partout dans le monde, dans les musées, qui est complètement linéaire, avec toujours les impressionnistes, les fauves, le cubisme, etc. Moi, je pense pendant qu'un peintre, par exemple, sous la dictature entre guillemets futuriste, pendant le futurisme, il y a des peintres qui n'étaient pas du tout futuristes, qui ont existé, qui ont peint. Pour moi, un des peintres qui échappe à ça, c'est Giacometti. Parce que Giacometti, d'abord, il n'est pas seulement peintre, il est dessinateur, il est sculpteur. Et puis, au fond, tout jeune, il a cherché quelque chose qu'il n'a pas trouvé, qu'il n'a pas réussi à trouver, qui était représenté la réalité. Et puis, il s'est perdu dans le surréalisme et dans une forme de cubisme. Et après la guerre, il a retrouvé, au fond, ce pourquoi il était fait, contre toutes les modes de l'après-guerre. Et au fond, il reste peut-être un des grands artistes du XXe siècle parce qu'il a échappé à ces modes. Et je pense qu'il y a une autre histoire de l'art à montrer. L'histoire de l'art telle qu'on nous la raconte, c'est l'histoire de la mort de l'art. Aujourd'hui, on est censé être dans la mort de l'art. Oui. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la déconstruction, c'est Duchamp, au fond, que vous accusez d'avoir fait des ready-made parce qu'il était incapable de faire de la peinture. Et surtout incapable de dessiner, oui, bien sûr. Mais c'est ce que Nietzsche disait très bien, c'est le nihilisme. Au fond, quand il parlait de Wagner, quand il s'est opposé à Wagner, il s'est opposé à Wagner comme nihiliste. Et aujourd'hui, c'est vrai que le XXe siècle a été le siècle du nihilisme, pas seulement guerrier, politique et tout ça, mais c'est un nihilisme artistique aussi. C'est pour ça que les artistes qui se trouvent aujourd'hui dans l'exposition Grand Trouble, ce seraient des artistes qui persévéreraient à croire encore que l'art en un art vivant. Alors, c'est comme ça que vous les définissez. Oui, alors certainement, oui, je crois. De toute façon, c'est toujours étonnant. Moi, je suis éditeur de dessinateurs. Je suis toujours étonné d'aller dans un atelier. C'est une bonne partie de mon travail. Hier soir, j'étais dans un atelier. Je suis régulièrement et je vois comme des gens qui travaillent depuis des années. Là, on a, par exemple, je sais pas si je prends Jean Scheurer qui fait de la peinture géométrique. Ça fait 45 ans que tous les matins, à 8 heures jusqu'à 6 heures du soir, il fait cette peinture. Ou Al Martin, c'est des gens qui travaillent énormément, qui sont pas forcément reconnus, qui n'ont pas forcément une galerie, mais c'est même pas qui y croient, c'est même une certitude absolue, et c'est un engagement. Jeff Koons aussi, il y croit, hein. Bon, alors moi je connais pas Jeff Koons, ça m'a jamais intéressé, je sais pas s'il y croit ou s'il y croit pas, je sais même pas si c'est lui qui fait ses œuvres. Claire Castillon, qu'est-ce que vous en pensez ?
Là, je feuilletais pendant que vous parliez Grand Trouble et je découvre des choses magnifiques et Parlez bien dans le micro. J'ai ri sur un dessin de Michael qui représente un couple qui arrive dans un garage pour choisir une voiture, j'imagine, qui demande il vous en reste une de la période bleue, comme on parlait de Picasso, voilà. D'ailleurs, Mais il y a même une voiture qui s'appelle Picasso maintenant, Laurent de Sutter. Oui, moi j'ai des amis dans l'exposition comme Joël Persson. Ça m'intéresse évidemment énormément. En même temps, je sais pas très bien ce qu'il y a à gagner. Je lis vraiment en toute amitié, en tout respect. En plus, j'admire vraiment profondément votre travail. Ce qui a gagné à utiliser cette rhétorique-là, c'est-à-dire la rhétorique de la disparition, de la fin ou de la chute. Je pense que ça peut très bien marcher aussi avec un autre type de rhétorique, dans la mesure où, personnellement, moi, je crois pas à l'idée de mort de l'art, et je crois que il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de défauts dans le monde de l'art contemporain, c'est certain, et le plus important de ces défauts est peut-être aujourd'hui son caractère illustratif, c'est-à-dire le fait que l'art contemporain illustre des théories plutôt que d'inventer des au-delà de la théorie comme l'a fait tout l'art moderne, etc. Mais à part ces difficultés-là qui sont résolues effectivement de manière singulière par certains artistes dans telle ou telle direction, je sais pas, moi je serais pour une réconciliation. Frédéric Pajac. Oui, mais bien sûr. Pour moi, l'art n'a jamais été mort. C'est un concept. C'est une idée qui est au fond une idée plutôt d'universitaire ou de commentateur ou d'idéologue. Mais je prends l'idée qui a eu son succès dans les années 60 avec les dernières avant-gardes. C'était la fin de la peinture, c'était la fin de la sculpture, c'était la fin de quelque chose. C'est toujours la fin de l'art, quoi. Mais quand Malevich fait le carré blanc sur fond blanc dans les années 20. Il s'est pas arrêté au carré blanc sur fond blanc, puisqu'il a continué. On a dit, après tout, qu'est-ce qu'on va pouvoir peindre après ? Mais lui, il s'est jamais posé la question en disant c'est la fin. Il a continué à peindre, et puis il a fait même une peinture figurative très étonnante. Il s'est intéressé à Chirico, etc. à la fin de sa vie. Donc oui, moi je crois que l'art est plus que jamais vivant, mais il faut des lieux pour le rendre vivant. C'est ça le problème. Eh bien, il y a la Halle Saint-Pierre à Paris qui abrite l'exposition Grand Trouble jusqu'au 30 juillet. Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette émission. Claire Castillon, Rebelle un peu, c'est le titre de votre nouveau recueil de nouvelles consacré à l'adolescence. C'est paru aux éditions de l'Olivier. Et L'âge de l'anesthésie, la mise sous contrôle des affects, c'est l'essai de Laurent de Sutter qui vient de sortir aux éditions Les Liens qui libèrent. Et le livre Grand Trouble, Frédéric Pajac, c'est au Cahier dessiné, votre maison d'édition. Nous, on se retrouve demain dans un instant, 7 Europe Nuit avec Pierre de Villeneuve.